Bonjour à tous, je suis ravie d'être parmi vous ce matin. Donc je suis la CEO du comité Colbert et je vais vous raconter un petit peu ce matin qui nous sommes, ce que nous représentons et puis ce que nous faisons avec la Chine, parce que nous faisons déjà un certain nombre de choses avec la Chine et nous avons l'envie aussi de faire plus de choses avec la Chine. Donc ça c'est la bonne nouvelle d'aujourd'hui. D'abord une petite vidéo que je vais vous partager et qui raconte un petit peu brièvement qui nous sommes. Alors, c'est la vidéo. La slide suivante. Là. Voilà, vous avez déjà quelques éléments qui vous présentent le comité Colbert. Alors au comité Colbert, nous avons une raison d'être qui est celle-ci et qui dit beaucoup de toutes nos actions au quotidien. Donc promouvoir passionnément, transmettre patiemment, développer durablement les savoir-faire et la création française pour insuffler du rêve. C'est notre motto, c'est ce qui nous guide au quotidien dans nos actions. Donc la promotion, évidemment, passionnément de cette industrie dans tous les pays du monde. Le fait de transmettre patiemment des savoir-faire qui sont arrivés jusqu'à nous. Vous avez vu, on a fait ce calcul combiné des savoir-faire de toutes nos maisons et on arrive à 18 000 ans de savoir-faire, ce qui est colossal. Et notre responsabilité aujourd'hui, c'est de pouvoir transmettre à la génération qui va suivre ces savoir-faire, développer durablement, évidemment, aujourd'hui. On a fait ce petit sondage en début d'année, comme on le fait à chaque fois, d'interroger nos présidents d'entreprises pour savoir quelles sont leurs préoccupations pour l'année. Et on va le voir un petit peu plus tard, préoccupation numéro 1 cette année, c'était le recrutement de cette nouvelle génération d'artisans. On a besoin de donner de la visibilité à nos métiers parce qu'on a besoin de recruter une nouvelle génération d'artisans, mais tout de suite, immédiatement derrière, c'est le développement durable qui aujourd'hui est devenu la préoccupation numéro 2 de nos industries. Et puis, voilà, infuser du rêve, donner du rêve, éblouir le monde. J'ai été très touchée par les mots des personnes qui m'ont précédée et précédemment justement par vous, monsieur, parce qu'effectivement, notre responsabilité, c'est faire ce pendant entre des traditions ancestrales et puis qu'il nous faut aujourd'hui brancher sur la modernité. Moi, j'ai coutume de dire qu'on est le plus ancien secteur d'avenir, c'est-à-dire que on a évidemment un pied dans ce passé et on est tous charmés par cette vision romantique des artisans penchés sur leur établi, mais il faut brancher cette vision sur la modernité et y apporter la créativité. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on continue d'éblouir le monde.
On s'appelle le comité Colbert. Alors pourquoi Colbert? C'est important, je pense, de rappeler ce moment de l'histoire. Colbert était le ministre des Finances de Louis XIV. Vous avez vu dans une présentation précédente, il y avait le portrait de Louis XIV qu'on reconnaît toujours puisqu'il avait l'habitude de porter des talons hauts recouverts de cuir rouge pour être repéré de loin. Donc Jean-Baptiste Colbert était le ministre des Finances de Louis XIV et il faut savoir qu'à cette époque, le royaume de France est le plus peuplé d'Europe, mais c'est aussi le plus pauvre. Et Jean-Baptiste Colbert a cette mission que lui donne le roi Louis XIV de dire il faut enrichir le royaume. Et lui a cette vision absolument révolutionnaire à l'époque de dire eh bien pour enrichir le royaume, on va se concentrer sur les produits à très grande valeur ajoutée et on va se concentrer sur des savoir-faire de très haute qualité. Donc on avait déjà des savoir-faire hérités du passé. La gastronomie nous était venue de Charles V, puisque Charles V était un grand amoureux, le roi Charles V était un grand amoureux de la gastronomie, et sous son règne est né le premier grand livre de la gastronomie qui s'appelait Le Viandier, qui avait été écrit par son chef des cuisines, qui portait le doux nom de Taïwan. Taïwan, c'est aujourd'hui un restaurant étoilé à Paris. Et puis la joaillerie était également un très grand savoir-faire qui a été propulsé par le roi François Ier, qui a été le premier à créer les joyaux de la couronne. Les joyaux de la couronne, c'est ce fait de rendre inaliénables les couronnes, les joyaux de les couronnes de France. Et du coup, il y a eu une forme de compétition qui est née en France pour produire les plus beaux bijoux qui resteraient ceux choisis par les rois et reines et deviendraient donc inaliénables. Et donc cette vision de Jean-Baptiste Colbert, très forte, a donné naissance à une collection de manufactures dont vous avez ici les noms, et des manufactures qui existent encore aujourd'hui. Donc ce qui est formidable, c'est que ce dessin de Jean-Baptiste Colbert, très tôt, on est au XVIIe siècle, se poursuit aujourd'hui avec des manufactures qui continuent d'exister, qui ont parfois changé de nom. Il a eu aussi le premier, et je pense que ça vous touchera, monsieur, l'idée de dire que la culture ne pouvait pas être séparée de l'économie et que les deux devaient pouvoir se réunir. Que la culture s'enrichissait de l'économie et que l'économie s'enrichissait de la culture. Et donc il a eu aussi, très tôt, cette vision de créer des académies. Donc on lui doit l'Académie des inscriptions et des belles-lettres, on lui doit l'Académie des sciences, l'Académie de l'architecture, l'Académie des beaux-arts, qui n'est pas là, mais dont il a donné naissance. Et puis, il a aussi eu cette vision que, certes, il était important de produire des produits de haute qualité en France, mais il fallait ensuite pouvoir les exporter. Et donc, il a créé les compagnies maritimes des Indes orientales, des Indes occidentales, avec cette idée d'exporter des produits finis de qualité que nous produirions en France, et puis d'importer des matières précieuses ou premières venant de l'étranger. Ça n'est pas indiqué ici, mais le roi Louis XIV était un roi qui adorait se parfumer. Alors il faut comprendre qu'à l'époque, Versailles n'était pas équipé de sanitaires, ce qui rendait parfois les effluves un peu compliqués à Versailles, et du coup, Louis XIV était un roi qui se parfumait énormément. D'ailleurs, il portait un petit surnom, on l'appelait le doux fleurant. Je ne sais pas comment les traductrices vont traduire ça, mais du coup, Jean-Baptiste Colbert, qui était un ministre dévoué à son roi, a eu l'idée de faire les premières plantations de plantes à fleurs à Grasse. Donc on doit aussi à Colbert une première forme d'industrie du parfum née à Grasse. Tout ça pour vous expliquer que alors ça c'est une carte de France qui vous montre que en fait cette industrie du luxe en France, certes, elle a une image qui est très parisienne parce que c'est ici que se tiennent les Fashion Week et c'est ici que sont les sièges sociaux de toutes les grandes entreprises. Mais en fait, donc c'est ici une carte de la France et vous avez ici représenté toutes les manufactures de nos entreprises. Et en fait, on se rend compte que la vraie colonne vertébrale de cette industrie, ce sont ces métiers d'art et ces métiers d'art implantés dans toutes les régions de France. Et vous voyez que finalement, il y a assez peu de trous dans la raquette, mais surtout la bonne nouvelle, c'est que c'est une carte qui ne cesse
d'avoir des nouveaux petits points dessus. Donc c'est une industrie, comme vous le savez, extrêmement dynamique, mais qui n'a pas abandonné, loin s'en faut, ses implantations en France. Alors j'en reviens à la création du comité Colbert en 1954. Nous allons fêter l'année prochaine nos 70 ans, et compte tenu de ce que je viens de vous expliquer sur l'héritage de Jean-Baptiste Colbert, quand Jean-Jacques Guerlain, qui était à l'époque encore le propriétaire de son entreprise, donc l'entreprise de parfum Guerlain, il en était le nez également, a eu l'idée de créer ce comité Colbert, enfin de créer d'abord cette association regroupant les grands noms dont vous avez ici, les 15 marques fondatrices du comité Colbert. Il a eu l'idée de créer cette association. Eh bien, le nom de Colbert s'est imposé parce que, effectivement, sans Colbert, je ne serais pas aujourd'hui devant vous à discourir sur le leadership de cette industrie. Donc, on doit beaucoup à Colbert. Alors, vous avez ici les membres fondateurs, donc 15 entreprises qui, évidemment, n'avaient pas l'importance qu'elles ont aujourd'hui, mais déjà Christian Dior, dont l'entreprise n'a qu'alors que quelques années, Christian Dior a été créé en 1947, on est là en 1954, donc une toute jeune petite entreprise, mais déjà Cartier, beaucoup plus ancienne, déjà Baccarat, déjà Christophe, Guerlain évidemment, déjà Hermès. On va dire que le plus grand nombre d'entreprises françaises du luxe est né au début du 19e, sous la monarchie de Juillet. Sous la monarchie de Juillet, il y a eu un mouvement, on pourrait presque dire la Start-up Nation avant la Start-up Nation, impulsé par le roi, qui a demandé aux entrepreneurs de créer leurs entreprises. Et il y a eu des enveloppes budgétaires qui ont été dégagées à ce moment-là pour créer les entreprises. D'où la naissance d'Hermès, d'où la naissance de Cartier et de bien d'autres à l'époque. Et donc on a un grand nombre d'entreprises qui ont vu naissance à ce moment-là. Vous avez ici les chairmen, donc on a deux directions du comité Colbert, j'en assure la présidence opérationnelle, et vous avez ici l'alternance des présidents qui se sont succédés depuis la fondation. Et donc, ce qui surprend toujours les journalistes, c'est de dire, mais finalement, vous arrivez à mettre tout le monde autour de la table. Eh bien oui, nous arrivons à avoir ce travail d'intelligence entre des maisons qui sont avenue Montaigne, sur les Champs-Élysées, des compétiteurs féroces, mais dès qu'ils sont dans l'enceinte du comité Colbert, nous arrivons à les faire tous travailler ensemble, et fort heureusement. Et donc, vous avez là une alternance des présidents qui se sont succédés, et effectivement, depuis juin 2022, c'est Laurent Boileau, le président d'Ency, qui assure la présidence non opérationnelle du comité Colbert. Nous avons 6 commissions de travail, donc une commission qui est dédiée à la recherche de nouveaux membres. Tous les ans, nous avons une longue file d'attente d'entreprises qui veulent entrer au comité Colbert. Donc nous sommes très vigilants sur le respect des critères et sur le respect d'une ligne éditoriale, éthique, de savoir-faire, d'implantation française, de création française, évidemment que nous respectons. Nous avons aussi une commission qui est dédiée à la réflexion de demain. Est-ce que le luxe, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, sera le même que le luxe d'aujourd'hui? Nous avons évidemment une commission qui est dédiée au sujet du développement durable, qui est très importante. Une commission qui est dédiée à nos sujets d'advocacy. Nous fonctionnons aussi comme un lobby pour défendre ce secteur devant les autorités françaises et les autorités européennes à Bruxelles. Nous avons une commission internationale qui, nous avons été créés au départ pour rayonner à l'étranger, donc c'est effectivement un sujet qui est encore au cœur de nos actions. Et puis une commission qui est dédiée au savoir-faire et à la création, qui est aussi très importante. Vous avez ici, alors la map monde aurait été très compliqué de mettre toutes nos actions. Quand le comité Colbert a été créé en 1954, on est quelques années après la Deuxième Guerre mondiale, et il s'agit à l'époque surtout de restaurer le soft power de cette industrie à l'étranger, de recréer les liens avec des marchés qui ont disparu pendant la guerre, et donc c'est
on va dire que c'est la motivation première de la création du comité Colbert. Et c'est une motivation, le rayonnement à l'international, qui continue de nous animer au jour le jour. Et je vais vous passer là une petite vidéo d'une opération que nous avons faite l'année dernière. Nous avons invité les grands clients, donc c'était une opération B2C. Et c'est une opération où nous avons réuni à Paris les grands clients européens de nos grandes maisons, enfin de nos petites maisons, pour leur faire vivre pendant 3 jours à Paris le meilleur des savoir-faire et de cette industrie. Avec C'était assez immersif, on a vraiment découvert le backstage de ces maisons. Ça nous a permis de découvrir le monde de l'artisanat derrière ces maisons, ce qui est assez formidable. It's amazing to come to Paris and to France and to see craftsmanship thriving so strongly. And that's really important, and I think it's so much part of the French culture. It's amazing to be. It was literally the most important thing I've probably done in like years and years. That was the first time I appreciated the luxury of Paris altogether with such an easy way. I'm just very impressed. I think so many emotions during these 2 days. It's just very memorable. C'était une caverne d'Ali Baba, pleine de secrets, de trésors en tout genre, et ponctuée d'accents avec la porcelaine de Sèvres qui répondait au décor qu'on voyait. Et après, on a pu mettre la main à la pâte, et ça, c'était un très grand bonheur. It was a very fulfilling task and I enjoyed it and I could do it for hours, so it was amazing. We had the amazing opportunity to go to Louis Vuitton house. We discovered the whole history about the house, the family, and the chance to visit the atelier. Thank you so much for the opportunity. J'ai dégusté le cognac Hennessy de ma vie. J'avais bu un verre de cognac. Aujourd'hui, je sais comment je dois déguster. Donc, c'était extraordinaire. Really, wow, magical. It's different than other events, I must say. I'm really, really happy and thankful for the invitation. Yes, absolutely. Thank you. Baccarat, c'était magnifique. Les fleurs, c'était icona. Il donne à le reste de Baccarat quelque chose que c'est inimaginable. It's so difficult to say how beautiful everything was, and also tonight everything was so perfectly organized. The evening yesterday in Versailles, I was like a beginner writer of fairy tale stories. I was feeling like in the real history. It was amazing. It was an amazing experience to have a private audience at Versailles. It was a wonderful event with beautiful dîner and fireworks, which was amazing. Exceptional. The best was firework. I've
I've never seen anything like that, so I'm very, very happy to be part of that. Thank you so much. Thank you very much. And please continue to organize this kind of beautiful event at Comité Colbert. Voilà le genre d'événement que l'on aime organiser à Paris pour recevoir nos hôtes. Ce qui est formidable en plus à Colbert, c'est que pour organiser un événement de ce type-là, toutes nos maisons se mettent ensemble pour imaginer des expériences qu'on appelle money can't buy, c'est-à-dire qu'elles n'existent pas, elles sont créées pour l'occasion, et nos maisons, quelle que soit leur appartenance capitalistique, travaillent entre elles pour créer ces expériences. Donc ça, ce sont des moments absolument formidables qu'on essaye de faire vivre à nos clients. Et ce festival Colbert, puisque ça s'appelle ce festival Colbert, en 2021, pardon, normalement, nous aurions dû le faire à l'adresse des grands clients chinois de nos maisons. Et évidemment, on était tous confinés, chacun dans son pays, et on s'est dit, mais on ne peut pas renoncer à faire vivre quelque chose d'exceptionnel à nos amis chinois, qu'est-ce qu'on peut faire? Et j'ai proposé de transférer tout ce qu'on aurait pu vous faire vivre à Paris, de le transformer en un programme digital. Et donc on a travaillé pendant 1 an, toutes nos maisons, tout ensemble, à créer ce mini-programme que nous avons lancé sur WeChat au Nouvel An 21 et qui s'est poursuivi jusqu'au Nouvel An 22. 1 an d'une promenade digitale, d'un voyage digital au sein de nos maisons, avec des vidéos, des petites anecdotes historiques, les savoir-faire évidemment dévoilés, etc., etc. Ça a été un moment très fort pour nous. D'abord, c'était une première, et j'espère qu'on le refera d'autres fois. On avait fait travailler un collectif de dessinateurs de Shanghai. On avait travaillé évidemment avec une agence de communication de Shanghai qui nous a aidé à construire tout ce programme. Et ça a été un moment très fort et qui s'est terminé à la fin par 2 lives. Alors là aussi, c'était une première pour nous, mais on a fait 2 lives, l'un au château de Versailles et l'autre au Louvre, dont on s'était servi comme d'un décor pour raconter ce lien très fort entre la culture et l'histoire de France et nos maisons aujourd'hui. Pour montrer qu'en fait ce pont, il ne s'est jamais arrêté et il se poursuit, c'est une histoire qui se poursuit dans le temps. Et donc voilà, donc on est particulièrement fiers d'avoir fait cet événement-là avec la Chine. Autre sujet qui nous tient beaucoup à cœur, c'est la transmission des savoir-faire. Je ne sais pas si c'est le cas également en Chine, mais en France en tout cas, on traverse une forme d'urgence. Nous avons chaque année dans nos maisons 10 000 artisans qui partent à la retraite. Et donc non seulement il faut remplacer ces 10 000 artisans qui partent à la retraite, mais il faut en recruter 10 000 autres, puisque comme vous le savez, on est une industrie en très forte progression. Et donc, il nous faut sans cesse recruter de nouveaux talents. Et aujourd'hui, on a du mal à attirer cette nouvelle génération. Et pourquoi a-t-on du mal? Tout simplement parce que les jeunes ne nous connaissent pas. Ils sont abreuvés de produits finis sur les réseaux sociaux et on se rend compte qu'ils ne vont pas découvrir ce qui se cache derrière, les métiers qui se cachent derrière tous ces produits finis. Et c'est pourquoi on a lancé l'année dernière un premier salon à Station F. Alors Station F, c'est le premier campus européen des startups à Paris. Moi, je voulais ce symbole de dire on va venir planter les établis de métiers ancestraux dans le lieu de la modernité, dans le lieu des startups. Je voulais ce symbole, cette espèce de fracture entre les deux. Et donc, on est venu s'installer pendant 3 jours à Station F et on a fait un appel aux jeunes de 12 à 18 ans pour qu'ils viennent tester leur habilité, leur agilité sur tous les métiers, toute la palette de métiers, du maroquinier, du joaillier, du souffleur de verre, du brodeur, du couturier, etc., etc. Et ça a été un tel succès, l'événement a été clôturé par 3 ministres qui nous ont fait l'honneur de leur présence, que nous allons renouveler l'événement cette année. On va même y ajouter un jour supplémentaire. Donc si vous êtes à Paris, vous êtes
les bienvenus le 14, 15, 16 et 17 décembre. Et on va même pousser les murs de Station F pour pouvoir accueillir plus de maisons. Alors le nom de l'événement, c'est peut-être compliqué pour les interprètes, pardon. Les deux mains du luxe, donc c'est un petit jeu de mots sur les deux mains pour faire, et demain pour dire ce sont des métiers de demain. Donc voilà, c'est peut-être un peu compliqué, pardon. Voilà, on a voulu faire ce petit jeu de mots voilà, pour attirer nos jeunes. Et c'est un événement qui, dès l'année prochaine, nous allons le bouger dans les grandes villes de France, parce qu'évidemment, on a une problématique à Paris, mais on a surtout, comme vous l'avez vu sur la carte de France, des problématiques dans les territoires de France. Donc c'est un salon qu'on va ensuite déplacer dans les grandes régions de France. Le développement durable, c'est un sujet aujourd'hui qui mobilise absolument toutes nos maisons. Et c'est vraiment aussi, de même que l'international, de même que les savoir-faire, c'est un sujet de haute coopération entre toutes nos maisons. On est tous d'accord sur le constat qu'on habite tous la même planète et qu'il est de notre responsabilité, tous ensemble, de la protéger. Et moi, quand j'ai pris cette fonction au Comité Colbert il y a 3 ans, et quand je suis arrivée, toutes nos maisons étaient extrêmement discrètes. Elles faisaient beaucoup de choses, en termes de développement durable, mais ne communiquaient pas dessus. Et ma première mission a été de leur dire, mais si vous ne communiquez pas dessus, vos consommateurs ne risquent pas de savoir ce que vous faites. Et ils m'ont dit, oui, mais on n'est pas parfait. Et l'industrie du luxe ne prend la parole que quand elle est parfaite. Je dis, oui, mais non, là, vous n'avez pas compris. En fait, il faut juste dire, on est sur le chemin. Personne n'est parfait. Aujourd'hui, personne ne peut dire, je coche 100% des cases dans le développement durable. Mais si vous dites rien, en fait, ça va avoir un effet contraire. Donc, on a pris l'habitude maintenant, depuis 2 ans, c'est la 2e édition, et on travaille déjà sur la 3e, de publier un rapport RSE, qui est une forme de témoignage collectif de ce que font toutes nos maisons. Et voilà, on a demandé à toutes nos maisons de nous faire savoir quelles étaient leurs actions, et on s'est trouvé assis sur un tas d'or, voilà, de beaucoup de choses. Et on s'est dit comment structurer ce magazine, cette édition. Et en fait, on s'est concentré sur le cycle de vie du produit, en se disant, mais finalement, toutes nos maisons font des choses dans le sourcing de leurs matières premières, dans l'éco-conception de leurs produits, et puis après dans la manière dont ils le vendent, les magasins, et puis même jusque maintenant à la prévente. Donc voilà, donc c'est un cycle de vie complet qui est aujourd'hui réinventé, qui est challengé par les préoccupations de développement durable qui, je le sais, vous tiennent à cœur. On a aussi participé l'année dernière pour la première fois à l'Université de la Terre, qui s'est tenue à l'UNESCO en présence de 10 000 personnes. Ça aussi, c'était un petit challenge pour nos maisons de dire on va prendre la parole devant 10 000 personnes pour dire voilà ce qu'on fait, et on n'est pas parfait, mais on y va. Et voilà, c'était un pas important. La 7e édition de l'Université de la Terre se tient l'année prochaine et je pense qu'on sera également au rendez-vous de cette industrie parce que le challenge, il est devant nous. Alors, moi, voilà ce que je voulais vous dire, c'était ma petite présentation, mais à la lumière de ce qui a été dit ce matin, je voulais rajouter quelque chose. On nous présente toujours comme une industrie leader mondiale et voilà, on ne peut pas se cacher derrière nos petits doigts. C'est vrai que les plus belles marques sont françaises. Néanmoins, quand il s'agit de la Chine par exemple, on n'oublie pas, et je pourrais citer d'autres exemples, que la Chine a inventé la porcelaine des siècles avant nous et que les Français ont cherché à percer pendant des années et des années le secret de la porcelaine chinoise avant de découvrir qu'il y avait le kaolin qui était voilà, cette matière première absolument nécessaire à la fabrication d'une porcelaine aussi fine que celle que vous saviez faire bien avant nous. Donc voilà, et donc nous, on est en train de travailler, et je serais ravie d'en parler à ceux que ça intéresse, on est en train de travailler dans le contexte de la célébration des 60 ans des relations diplomatiques l'année prochaine. Donc vous savez qu'il va se passer beaucoup d'événements croisés, et nous on a un certain nombre d'institutions culturelles membres de Colbert qui vont aller en Chine. Je pense particulièrement au château de Versailles qui va faire une très jolie exposition Versailles et la Chine à la Cité interdite
l'année prochaine, à partir du mois d'avril. On a aussi le Mobilier National qui va exposer à Shanghai, magnifique exposition qui était au Gobelin encore au mois de décembre, qui s'appelle Chic, une exposition sur les arts décoratifs qui est magnifique. Et nous, on s'est dit comment est-ce qu'on peut s'intégrer dans cette célébration. On avait envie, nous aussi, de prendre notre part. Et on s'est dit, en fait, il y a 3 ans, on a fait un dialogue de savoir-faire à Abu Dhabi entre les métiers d'art français et les métiers d'art émiratis, un dialogue très constructif. Et on s'est dit, c'est ça qu'on veut faire l'année prochaine en Chine. Donc un dialogue culturel entre nos savoir-faire et vos savoir-faire, parce que vous en avez autant que nous, et je pense qu'on a beaucoup à dialoguer ensemble, beaucoup à s'enrichir ensemble. Donc voilà, c'est un work in progress, on est en train d'y travailler lentement mais sûrement. Donc petit appel, si ça vous donne des idées aux uns et aux autres, voilà, je suis toute prête à vous écouter et à construire cet événement tous ensemble. Voilà, merci pour votre attention.